Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue à votre tribune hebdomadaire Presse Éco. Tribune de débats, d'échanges, de partage, de débats, d'échanges, de partage, je disais, sur les sujets qui ont marqué l'actualité au plan national et international avec nos chroniqueurs qui sont donc des analystes, des journalistes, des hommes des médias, mais aussi des analystes. Nous parlons des sujets qui ont marqué l'actualité. Aujourd'hui, nous allons évoquer 3 sujets au plan national. D'abord, nous parlerons donc de ce livre à polémique de JBO Jean-Baptiste Ouédraogo, Ma part de vérité, qui en tout cas affole beaucoup. Nous allons donc en parler. Et puis, second sujet, il sera question de la sécurité toujours. Situation sécuritaire au plan national avec ce qu'on a vu à Siligagi et dans bien d'autres localités, les massacres qui continuent. Nous allons donc en parler. Et puis, troisième sujet, il s'agit de la crise à la police nationale, l'UNAPOL, qui lance une grève pour bientôt, une grève illimitée, dit-on. Alors, nous allons parler de ces sujets-là. Et puis, au plan international africain, c'est la Côte d'Ivoire avec cette marche avortée donc, des évêques. Nous allons donc débattre de ce sujet-là avec mes invités. Premier invité sur ce plateau, il s'agit de Vokouma Joachim, il est journaliste, directeur de publication de Kasseto.net. Merci Vokouma d'être de retour sur le plateau après un long moment. Oui. Merci d'être là. Et puis, second invité, il s'agit de Lengani Isaka. Lengani Isaka est journaliste, directeur de publication de L'Opinion, qui est un journal qui paraît désormais en ligne. Merci Lengani Isaka d'être sur ce plateau. Et puis juste à la droite de Lengani Isaka, nous avons donc Inoussa Ouédraogo, le journaliste, directeur de publication de Bendre, qui est un hebdomadaire d'investigation. Merci Inoussa d'être sur ce plateau. Puis enfin, dernier invité, Évariste Faustin Concebo, le chroniqueur média, président du cercle d'éveil, qui est une association de défense des droits de l'homme. Il est également premier porte-parole du FORAC, le Forum alternatif des citoyens. Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Bienvenue à vous également, chers invités. Nous allons commencer, mais avec un sujet de mise en bouche, comme on aime à le faire ici. Il s'agit de cette feuille de route des sages, 11 sages mis en place suite à l'appel de Manéga, qui ont donc dévoilé une feuille de route pour la réconciliation et la paix. Je vais déjà vous demander quelle est votre appréciation ou votre avis, vous qui avez pu bien voir cette feuille de route proposée par les sages dans ce contexte aujourd'hui où nous sommes. Et beaucoup moins. Oui, c'est un appel qui est toujours le bienvenu. Toutes les initiatives qui peuvent concourir à réconcilier les Burkinabés, à ramener la paix sociale, la stabilité, la concorde nationale sont les bienvenus. Donc cet appel des sages et des anciens, des personnalités qu'ils proposent, pour moi ça va c'est toujours bon à prendre. Voilà. Comme on dit, l'abondance de viande ne gâte pas la sauce. Donc tant que ça va dans le sens de la réconciliation, de la paix, c'est toujours le bienvenu. Maintenant, j'ai regardé le fond, le contenu. Bon, je pense que là aussi, il y a des choses qui sont positives, mais il y a des aspects, bon, je ne sais pas quelles seront les faisabilités de ces choses-là, comme bon, je vois qu'ils appellent à une contrition des auteurs du soulèvement populaire, une contrition publique de ceux qui sont à l'origine de la modification de l'article 37, enfin, beaucoup de choses. Est-ce que cela aussi va dans le sens des conclusions du dialogue politique qui a été initié et tenu en juillet dernier entre l'opposition et la majorité présidentielle? Bon, il faut qu'on trouve quand même des agencements pour qu'il n'y ait pas de discordance dans le chemin, dans la marche vers la réconciliation. C'est un peu les réserves que j'émets. Bon, sinon, dans le fond, je n'ai pas d'objection majeure à faire. Lengani Isaka, les sages proposent par exemple qu'il y ait une contrition publique, d'abord une condamnation publique par l'autorité publique, mais par les religieux, les coutumiers, des incendies, donc des actes, des incendies, des destructions de domiciles, des biens de l'Assemblée nationale. Ensuite, il faut des contritions publiques de la part des acteurs de l'insurrection et puis de la part aussi des acteurs qui étaient à la base de la modification de l'article 37 et du Sénat, donc qui a provoqué cette insurrection. D'abord, moi, je voudrais saluer d'abord l'initiative et puis saluer aussi la composition même de ce collège des sages pour dire que c'est véritablement des sages. C'est des hommes et des femmes qui ont quand même un certain background, qui ont une certaine autorité
sur le plan national, et donc qui sont, de mon point de vue, en mesure de donner des sentiments, des opinions qu'on peut estimer au-dessus de la mêlée. C'est-à-dire c'est des hommes et des femmes qui, de mon point de vue, n'ont plus rien à récolter de matériel dans la société d'aujourd'hui et qui aspirent éventuellement à se retrouver au paradis avec le bon Dieu, ce que nous leur souhaitons. Ce qui est déjà une très bonne chose. Et je dis que les propositions qui ont été faites, de mon point de vue, sont très pertinentes, et surtout la toute première dont vous venez de parler, et qui sera, de mon point de vue, la pierre angulaire de l'ensemble du système. Ça veut dire quoi? De mon poste d'observation, j'ai l'impression qu'au Burkina Faso, il y a des Burkinabés qui s'estiment innocents de toutes choses, blancs comme neige, dans un pays où il ne neige jamais. Donc, vous comprenez ce que ça veut dire? Et d'autres qui sont sales, qui sont à la base de tous les malheurs du peuple burkinabé. Ça fait que on s'entend difficilement parler entre ces deux groupes. Or, en réalité, si on est quelque peu humble, on peut estimer que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous comptables de notre vivre ensemble. Donc, amener les deux camps qui se sont affrontés entre griffes en 2014, en fait 2014 est le summum d'un affrontement qui a commencé depuis des dizaines d'années avant. Donc, amener chacun à reconnaître sa part de responsabilité dans ce qui est arrivé comme drame, je pense que s'ils arrivent à ça, ce serait déjà une très bonne chose. Une base à partir de laquelle on pourrait éventuellement construire un avenir où chacun, effectivement, reconnaîtra ce qu'il a fait comme tort, ce qu'il a donné aussi comme bien à ce peuple. Et à partir de là, maintenant, nous allons rebâtir éventuellement notre nouveau contrat social et avancer de l'avant. Merci. Évariste Kossembo. Non, c'est comme vous l'avez dit, déroulé. En fait, c'est un certain nombre de recommandations que les sages ont fait. Et ces recommandations sont diverses. Normalement, par exemple, il y a un point qui concerne les leaders politiques, par exemple. On demande le retour, que les mesures appropriées soient prises pour permettre le retour des exilés politiques. Concernant donc les acteurs, ça c'est les actes de contrition, autant bien pour les auteurs du coup d'État manqué de septembre 2015 que pour les acteurs aussi de l'insurrection. Et le fait marquant, effectivement, ce sont les actes de contrition qui, à mon sens, est le fondement même de la base même de la reconstruction de notre vivre ensemble. Et un point qui est très important, c'est l'appel en fait à des coutumiers, des religieux, à condamner ce qui s'est passé, notamment les incendies, parce qu'on ne les a pas entendus. On aurait dû, au regard de leur position, on aurait dû quand même avoir certainement une prise de position, parce que c'est dans un pays, quand les gens en viennent à de tels actes, quelles que soient les raisons, on peut pas rester silencieux quand on est dépositaire de certaines valeurs. Et notamment, le dernier point qui n'est pas le moindre, c'est l'organisation d'un forum inclusif. On a bien dit, qu'ils ont bien dit, que ce forum-là, le dialogue inter-burkinabé, et qu'à ce forum, effectivement, tous les exilés politiques puissent y prendre part. Mais il faut noter que ce qui est important, toutes les recommandations, les sages ont souhaité que ces recommandations soient mises en œuvre avant la tenue des élections. C'est ça qui est très important, en fait. Inoussa, un mot à dire par rapport aux recommandations de ça, dialogue direct inter-burkinabé, forum de reconnaissance inclusif avec les exilés, mais comme on le disait plus en avant, il faut des actes de contrition. Voilà, les acteurs de l'insurrection face de la contrition, les acteurs du projet de modification de l'article 37 du Sénat. Est-ce que c'est couper vraiment la poire en deux? Est-ce que c'est vraiment redonner espoir aux Burkinabés de se faire plus confiance, renaître la confiance? J'avoue que je n'ai pas lu le contenu de l'appel du Collège des Sages. Mais à la lumière de ce que les uns et les autres viennent de dire, et si j'ai bien compris, on semble avoir limité les problèmes que vive le Burkina à partir de l'insurrection populaire. Or, il me semble que les problèmes que nous vivons aujourd'hui, on ne peut pas les détacher de ce qui s'est passé en 1998 avec l'assassinat de Norbert Zongo. On ne peut pas les détacher non plus de ce qui s'est passé en 1987, ni en 1983, etc.
Et donc, il m'est très difficile aujourd'hui, tout de suite comme ça, pris de coup de juger du travail qui a été abattu par ces sages-là. Je respecte la composition de ce groupe. Avec leur âge, bien entendu, leur expérience, je ne doute pas qu'ils aiment ce pays et qu'ils veulent travailler pour la réconciliation, mais évidemment cela doit se faire en tenant compte d'un certain nombre de paramètres, qui est que l'histoire du Burkina ne date pas quand même de 2014 et les crises que nous vivons, les difficultés que nous avons, il faut chercher les origines bien loin. D'accord. Merci, M. Juste, juste pour dire qu'on a juste pris quelques éléments, ce n'est que 2 paragraphes, sur une dizaine de paragraphes, et nous on a juste pris pour... Non, je voulais juste préciser ce que j'avais dit, parce que vous savez que le dialogue politique a abouti sur le triptyque vérité, justice et réconciliation. Et que le président de l'UPC a d'ailleurs rappelé lors d'une émission à la télévision récemment. Est-ce que cet agenda-là, cette proposition-là peut rentrer dans ce triptyque vérité, justice et réconciliation? Je pense que si ça rentre dans ce cadre-là, bon... Mais pourquoi vouloir que ce soit cette proposition des sages qui rentre dans l'autre et que non pas que l'autre rentre dans cette proposition? Est-ce qu'il y a une hiérarchie là que tu fais Est-ce qu'il y a une hiérarchie aujourd'hui? Je pense qu'on a imputé tout ce qui s'est passé aux acteurs politiques. Pas seulement, parce que dans le document, il y a plusieurs variantes. Ici, là, on a quand on évoque ce qui s'est passé, la responsabilité, en tout cas la culpabilité est indexée sur les acteurs politiques. Ceux qui ont voulu modifier l'article 37, ceux qui ont fait l'insurrection populaire. Donc, je pense que, c'est de mon point de vue, je ne parle pas de hiérarchie, mais dès lors qu'un dialogue politique a établi une feuille de route avec le triptyque vérité, justice et réconciliation, je pense que toute démarche qui va dans ce sens-là, ça peut consolider la démarche. Mais si ça va dans le sens inverse, moi j'ai bien peur qu'il y ait une cacophonie, qu'on crée des tiraillements qui vont finalement déboucher sur un échec dans les intentions qu'on a voulu manifester. Alors, ma question, Voukouma, est-ce que ça voudrait dire que le dialogue politique est le paradigme global et que tout ce qui concerne l'avenir de la nation doit forcément passer ou épouser les axes du dialogue politique? Un dialogue politique reste politique entre des acteurs politiques. Les sages ne sont pas des acteurs politiques, ce sont des acteurs d'autres catégories. Est-ce qu'il faudrait tout ramener à un dialogue politique? Mais c'est pour ça que c'est pour ça que j'ai dit, est-ce que ces propositions-là ne sont pas en contradiction avec les conclusions du dialogue politique? Si c'est le cas, j'ai bien peur qu'il y ait une débauche d'énergie pour rien. Et si ça va dans le même sens, effectivement, je pense que ça va consolider la démarche. Parce qu'après tout, tous ces débats, on a déjà parlé de ça ici sur la réconciliation. Et les autorités politiques, même le président l'a dit à plusieurs reprises dans ses discours, vérité, justice et réconciliation. C'est ce qui a été acté lors du dialogue politique en juillet dernier. Merci. Donc, voilà, c'est la réserve que je mets, mais sinon, dans le fond, moi, je n'ai pas d'objection particulière à faire. Moi, ce que je peux ajouter, c'est que, effectivement, il y a plusieurs propositions qui sont sur la table aujourd'hui. Je pense que c'est une très bonne chose. Et c'est déjà très bien que les sages aient vu autrement que les politiques, quand on sait que c'est les politiques qui sont essentiellement à la base de tous les malheurs que nous connaissons aujourd'hui, par leur inconséquence, par leur boulimie du pouvoir, etc. C'est ça qui est à la base de ce que nous vivons. Donc, c'est déjà très bien qu'il y ait des gens, des Burkinabés qui pensent autrement le système. Ensuite, c'est la question de justice, vérité et réconciliation, qu'on nous ressasse depuis un certain temps et qui n'a produit aucun effet. Sur le plan de la justice, on voit ce qui se passe. C'est l'injustice à ciel ouvert, c'est des procès biaisés, c'est des poursuites qui ne sont pas engagées pour les mêmes fautes, pour des acteurs politiques qui ont commis pratiquement les mêmes actes, etc. C'est une justice qui aujourd'hui est à caution et qui pose problème. Est-ce que la justice elle-même ne doit pas être l'objet du dialogue pour permettre une justice qui permette effectivement à chacun de se retrouver, à accepter les décisions qui seront données par cette justice? Merci Issa Kalengani. On va poursuivre notre débat sur le livre à polémique de Jean-Baptiste Ouedraogo. Donc c'est un livre, dit-il, pour revenir sur l'histoire depuis
la gestion, la prise du pouvoir en 1983 du CNR et la personne de Thomas Sankara, de la Révolution et tout. En fait, c'est un livre qui n'est pas du tout, qui n'a pas du tout fait l'unanimité au sein des pro-Sankara, on va dire, et d'une façon générale dans l'opinion, il y a eu beaucoup de polémiques. JVO a laissé entendre bien des choses sur Thomas Sankara, sur sa personnalité, sur sa démarche politique, sur l'idéologie, etc. Alors moi, je voudrais juste vous poser une première question sur cette affaire, cette polémique. Est-ce que vous pensez que c'était, et certains le disent, est-ce que c'était opportun, ce livre de Jean-Baptiste Ouédraogo, par rapport au leader de la révolution, Thomas Sankara, Younoussa Ouédraogo? Bon, l'opportunité, je ne sais pas. Il appartient à l'intéressé lui-même de choisir la date qui le convient pour sortir ce livre. Donc, opportunité ou pas, je ne saurais le dire. Mais je m'interroge sur le long silence qui a prévalu à la sortie de ce livre, parce que ça fait quand même près de 40 ans que le président Jean-Baptiste Ouédraogo a attendu pour sortir ce livre. Moi, personnellement, ça ne m'a pas surpris parce que le contenu, je vais dire, parce qu'en 2012, j'ai eu la chance de réaliser un dossier sur la vie et l'œuvre de Jean-Baptiste Ouédraogo. Je l'ai rencontré à diverses reprises. Nous avons longuement discuté et à l'occasion, pas mal d'éléments qui ressortent dans le livre, évidemment, il l'avait déjà abordé. Par contre, là où il y a la surprise, évidemment, c'est la façon dont il aborde la question de ses relations personnelles avec le président Thomas Sankara. Et c'est ça qui a évidemment fâché certaines personnes qui estiment quand même qu'il y a des éléments à l'intérieur qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vrais. Et déjà, un certain nombre de compagnons de Sankara ont réagi pour dire qu'il y a certains aspects qui n'étaient pas vrais. C'est ce qui est dommage, c'est que Sankara n'est plus là pour répondre, malheureusement. On tire sur un cadavre, on le traite de beaucoup de noms, on nous dit que ce que nous croyons, ce n'est pas ça, qu'il est boulimique du pouvoir, il est assoiffé du pouvoir, etc. Il y a des choses négatives tout le long du livre et ça donne quand même à réfléchir pour des gens qui ont à un moment donné de l'évolution historique de ce pays évoqué la nécessité de la réconciliation nationale et qu'on voit qu'il y a des rancunes qui sont tenaces, il y a vraiment une certaine haine qui transparaît dans ce livre-là. Et évidemment, ça ne peut que choquer de nombreux Burkinabés qui, malgré tout ce qu'on peut dire de Sankara, qui est un humain, reste une référence aussi bien pour de nombreux Burkinabés que pour de nombreux Africains. Et du coup, évidemment, cela a fâché pas mal de personnes et à juste raison. Et nous parlons d'opportunités, mais en même temps, est-ce que ce sont peut-être ceux qui réagissent, qui ne sont pas peut-être familiers à l'exercice, d'une part des vérités, qu'on voit par exemple ailleurs dans certains pays, en Europe, etc. Des gens écrivent sur même des défunts, etc. Mais ce n'était pas des vérités, ce sont des mémoires que les gens y produisent. Et l'accueil n'est pas que celui-là. Aujourd'hui, on a vu par exemple que vraiment c'était une levée de bouclier. Est-ce que c'est l'exercice qui n'est pas bien compris ou est-ce que c'est vraiment le livre qui a été fait, l'exercice est dramatique pour autant susciter... Non, ce n'est pas l'exercice qui est dramatique, loin de là. Il ne faut pas insulter non plus l'intelligence de ceux qui ont réagi à ce livre, de faire croire que c'est des gens qui ne connaissent pas ce que signifie un mémoire. Non, je pense qu'il y a des choses qui sont dites à l'intérieur qui, évidemment, ont provoqué un certain nombre de polémiques. Malheureusement, je n'ai pas mes notes devant moi, mais, par exemple, quand Jean-Baptiste Ouédraogo dit dans son livre que Sankara est un assoiffé du pouvoir et que tout ce qui le préoccupait, c'était comment arriver au pouvoir, alors que dans le même livre, il explique que c'est le président Thomas Sankara qui a œuvré à ce que lui-même soit président, je me pose la question. Quand il dit que Sankara est un assoiffé de pouvoir, alors que c'est Sankara qui a renoncé au pouvoir, pour diverses raisons bien évidemment, mais qui a renoncé au pouvoir, pour que lui, il vienne au pouvoir.
Donc, quelque part, le président Jean-Baptiste Ouédraogo doit en partie son pouvoir, le fait d'avoir exercé le pouvoir, à Thomas Sankara et à certains de ses compagnons. Donc, du coup, quand on voit ces contradictions-là, il y a problème. Il traite Sankara de cynique, etc. Bon, on voit que c'est des règlements de compte. Mais comme je dis, moi je ne suis pas surpris parce que pour qui, dans le livre, Jean-Baptiste Ouédraogo le dit, il dit qu'il a été contre le fait que Sankara soit Premier ministre, mais qu'il était obligé malgré lui de l'accepter. Ils ont le 17 mai tenté d'arrêter Sankara, ils l'ont arrêté. Malheureusement, Sankara, ce n'est pas quelqu'un qu'on emprisonne. Il a été libéré. Et finalement, il a fait le coup d'État, il a pris son pouvoir, et donc on n'est pas surpris totalement de ce qu'il dit, parce que évidemment aujourd'hui, c'est comme si dans 30-40 ans, Blaise Compaoré écrivait l'histoire de l'insurrection populaire et qu'il traite de tous les noms d'oiseaux ceux qui étaient en face, etc. Ce serait de bonne guerre, mais dans le fond, il ne faut pas tronquer l'histoire, et surtout, quand Jean-Baptiste Ouédraogo dit qu'il veut déconstruire l'image autour de Sankara, on peut s'interroger. Merci, Inoussa Ouédraogo. Vokuma, je suis sur ce livre en polémique, injurieux, théâtre ou tout simplement une haine qu'on déverse, volonté de nuire à l'image d'une icône, etc. Tout ça c'est dit, mais quelle est l'opportunité? Est-ce que Jean-Baptiste Ouédraogo sort un livre à un moment où il le fallait, ou l'aurait-il fait plus longtemps avant, etc. Ou c'est l'exercice même qui n'est pas connu des Burkinabés qui ne veulent pas de la contradiction? Bon, sur l'opportunité, je suis comme Inoussa Ouédraogo, hein, c'est à lui de juger, et son éditeur de juger si c'est opportun ou pas de publier. C'est-à-dire, il a été quand même président. Oui, mais en tant qu'analyste, est-ce que tu penses qu'il aurait dû le faire maintenant? Là, par exemple, il nous a dit quelque chose. JBO fit partie des sages, du collège des sages de 2000, qui a fait des recommandations assez importantes. C'est une personnalité qu'on connaît, à qui on a recours pour des questions, pour dénouer des situations difficiles, même sous la transition, on l'a vu. Alors, si aujourd'hui, dans ce contexte où on appelle encore à la réconciliation, on a besoin d'une histoire commune, etc., est-ce que ça tombe vraiment dans le moment? Bon, si vous voulez me faire dire que JBO torpille le processus de réconciliation auquel lui-même c'est pas ce que je dis, c'est une question. C'est pas ce que je dis. Non, mais bon, je veux dire, moi je lui laisse la liberté d'avoir décidé de sortir son livre maintenant et pas avant, ou jamais. Mais ce que je vais dire sur le livre, d'ailleurs, bon, j'ai passé toute la nuit à le lire pour pouvoir être à l'émission parce que le livre est indisponible. Oui, il est disponible et j'ai remercié le SR, j'ai remercié le confrère qui m'a prêté le livre pour que je puisse le lire. Je pense qu'il faut dépassionner le débat et dire sa part de vérité. C'est sa part de vérité, ce qu'il dit. Et quand on regarde, quand on lit le livre et qu'on se rappelle de beaucoup d'événements qui ont eu lieu, il ne faut pas s'attendre à ce que JBO, Jean-Baptiste Ouédraogo, dise que Thomas Sankara était un bon leader. Je pense que je suis la polémique, mais les gens doivent comprendre une chose. Jean-Baptiste Ouédraogo a écrit ce livre d'abord pour lui-même. Parce que quand tu lis le livre et qu'on a été un témoin aussi de ce qui s'est passé, nous autres, on a eu la chance de connaître avant la Révolution, pendant la Révolution et après la Révolution. Quand on regarde les 8 mois qu'il a passés à la tête de l'État, c'est une succession d'humiliations, de frustrations qu'il a dû ravaler, digérer ou mal digérer. Je pense qu'aujourd'hui, il doit être soulagé. Les psychologues appellent cela une thérapie. Je pense que c'est une thérapie pour lui. Il a subi pas mal de frustrations, pas mal d'humiliations. Je prends un exemple. Tout le monde se rappelle du discours du 26 mars. Ce qui est aujourd'hui à la place de la nation. Quand on a écouté Thomas Sankara, Premier ministre, son discours qui était d'une vivacité, d'une force, qui a emballé la foule. Mais lorsque Jean-Baptiste Ouédraogo a commencé à parler, c'était comme un effet anesthésien comme ça qui s'est emparé du public. Et bon, voilà, le même processus s'est recommencé à Bobo.
Donc, à chaque sortie publique, c'était comme un traumatisme pour lui de se retrouver à côté de Thomas Sankara, parce que, évidemment, il savait que l'aura, le lyrisme, l'éloquence, la capacité de persuasion de Thomas Sankara était de loin supérieure à lui. Et il le dit d'ailleurs dans le livre. Il le lit. Il dit que Thomas Sankara, il était politiquement bien préparé. Et là où je suis d'accord avec Inoussa, là où c'est un peu gênant, c'est quand il dit qu'il est assoiffé de pouvoir. Parce qu'il explique que le coup d'État de novembre, là, Thomas Sankara propose qui comme président? Sommet Yorian, Gabriel. Alors que tout le monde s'attendait à ce que ce soit lui. Et d'ailleurs, il raconte dans le livre que, effectivement, les gens ont essayé même de convaincre Thomas Sankara d'assumer le poste. Et qu'il a dit non, pour la cohésion dans l'armée, il vaut mieux que ce soit Sommet Yorian Gabriel, parce que vu son parcours, vu un peu sa position par rapport aux différentes factions dans l'armée, il vaut mieux que ce soit lui. Donc, si c'était un assoiffé de pouvoir, bon, il refuse, on l'incite, on le pousse, il dit non, finalement, il refuse d'assumer ce poste. Bon, c'est là que c'est un peu gênant. Mais est-ce qu'il ne semble pas dire aussi quelque part, oui, si on suit très bien aussi, que le fait il est devenu assoiffé de pouvoir quand il est passé au pouvoir? Est-ce que ce n'est pas à partir de ce moment-là maintenant? Avant, c'est vrai, il était encore militaire, etc., bon révolutionnaire, mais quand il a pris le pouvoir, il a pris le goût, il est devenu assoiffé. Non, il raconte, non, je veux dire, dans le livre, c'est pas aussi, la césure n'est pas aussi nette que ça, hein. Je veux dire, il n'y a même pas de césure, je veux dire, il raconte l'homme assoiffé de pouvoir, il n'y a même pas de césure entre le coup d'État de novembre, puis le coup d'État de 4 août, il n'y a pas de césure. Il parle de l'homme assoiffé de pouvoir qui intrigue, qui manigance, comment dire, pour accéder au pouvoir. Or, dans le livre, ça ne se voit pas, c'est même le contraire. Maintenant, quand je dis qu'il faut comprendre psychologiquement Jean-Baptiste Ouedraogo dans ce bouquin-là, la nomination de Thomas Sankara comme Premier ministre, ça a été dit, il a été mis en minorité. Parce que lui, il n'était pas d'accord. Il raconte dans le livre, il n'était pas d'accord. Il y a eu une réunion de l'instance et les gens ont voté en majorité pour la création du poste de Premier ministre confié à Thomas Sankara. Donc, voilà, il est mis en minorité, il n'a pas le choix. Mais là où ça devient intéressant, et bon, avec tout le respect que j'ai pour lui, j'ai eu le sentiment que c'était un naïf, comme ça, quelqu'un qui arrivait, lui-même le dit, à ce poste-là, sans préparation, et une fois sur place, il n'a même pas compris la nécessité d'avoir avec lui une organisation, un discours politique, idéologique cohérent. C'est comme quelqu'un qui n'a même pas milité dans les simples associations où déjà il y a déjà des batailles de positionnement. Et c'est ça qui est un peu dérangeant, un peu embêtant pour lui. Parce que voilà, bon, si vous voulez, je reviendrai après. On pourrait revenir dessus. Évariste, moi, je suis embêté parce que vu le temps qui nous a imparti, ouais, pour entrer dans le contenu comme ça, c'est difficile au risque d'égratigner des gens. Mais au demeurant, je commencerai par dire que moi, je trouve que les dommages, que les victimes, que Sankara, c'est sous son règne, a fait fusiller, notamment, je pense au colonel Didier et les autres, eux aussi ne soient pas là pour se défendre ou pour dire aussi leur part de vérité. Quand on dit qu'on tire sur un cadavre, je pense que il y a d'autres cadavres aussi qui, malheureusement, n'ont pas la chance aussi d'être là. Concernant donc toutes ces polémiques-là, sur cette période trouble notre pays, l'anecdote qui cadre bien, c'est un adage qui dit que lorsque le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Mais il met plus de temps. Mais il finit par y arriver, ce qui explique les 40 ans. Parce qu'il y a eu beaucoup d'agitation autour, hein, même au lendemain du 4-27, on a vu des gens s'auto-proclamer auteurs et tout. Non, je pense que moi, par rapport à l'opportunité, moi je trouve, oui, surtout dans le contexte actuel, où il est question de réconciliation, où il est question, où la société burkinabé a été dichotomisée, divisée en deux, les bons, les mauvais. Donc ça participe à la vérité, comme les gens aiment bien le dire de triptyque. Il apporte sa part de vérité. On met dans le débat, c'est des éléments qu'il faut verser dans le débat et dont il faut prendre en compte dans le cadre justement de la reconstruction de notre société et de notre vivre ensemble. Maintenant, par rapport au contenu, je ne sais pas, bon, peut-être comme les uns et les autres ont noté
l'épisode de Yourian et puis de Jean-Baptiste. Bon, Jean-Baptiste lui-même, on l'a demandé, j'ai suivi ça comme tout le monde. Hein. Et le journaliste même lui a posé la question, mais c'est quand même contradictoire. Mais n'oubliez pas aussi qu'il dit que c'est une période où les acteurs ont usé beaucoup de ruses, d'astuces et d'intrigues. Yourian, malheureusement, d'aucuns diraient, il dit qu'il gardait ça pour lui, il n'a pas dit, hein. D'aucuns diraient que c'était justement... moi, je n'ai pas fréquenté les groupuscules rouges, hein, mais j'ai l'impression qu'on a procédé étape par étape pour éliminer d'abord de façon cynique les naïfs. Et ensuite, c'est vrai, parce que le CSP, c'était une transition pour 2 ans. Alors, d'autres avaient un agenda avec la gauche civile, les groupuscules et autres et tout. Et forcément, un Sankara, ça ne l'arrangeait pas d'être de diriger une transition. Alors, Évariste, lui voulait diriger une révolution. Évariste Konsebo, quand on regarde ça, écrire un livre qui peut vraiment être un livre à portée historique, comme celui de Jean-Baptiste Ouédraogo, qui donne cette vocation à son livre. Et quand on est en même temps soi-même un acteur, j'allais dire, parce qu'il est, disons qu'il est... l'objet et sujet. L'objet et sujet à la fois, lui, en science, Sankara l'a débarqué, il explique qu'il n'est pas d'accord avec Sankara. Aujourd'hui, sur un livre, quelle est la valeur historique de ce livre Ça, c'est les biais. On dit que c'est biaisé en sciences, justement, c'est ça qui fait la différence entre les sciences humaines et les sciences exactes. Quand vous étudiez une ampoule, vous êtes en dehors de l'ampoule, du phénomène. Bien sûr. Mais là, dans les sciences sociales, c'est ça. Mais il y a des biais qu'on met pour garantir un minimum d'objectivité. Bon, c'est des faits du reste qu'il a relatés. Et moi, ce qui est intéressant, c'est que quasiment 95%, d'ailleurs, il n'est pas le seul. Il y a le colonel Lonachal qui a aussi produit. Il y a d'autres aussi qui ont écrit. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ça, c'est de... Bon, vraiment, c'est vrai, ils disent que l'autre dit qu'il veut déconstruire. Non, c'est pas forcément déconstruire, c'est sa version qui ne cadre pas avec... Parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression que c'était les auteurs d'un camp qui ont écrit. Maintenant, il se trouve que c'est les auteurs de l'autre camp. Maintenant, les historiens vont analyser froidement les faits et les événements et on aura une histoire de Burkina. Lengani Issaka, je cite un propos de Jean-Baptiste Ouédraogo récemment sur la télévision nationale, où en réponse bien sûr à cette polémique, et il disait que la jeunesse actuelle n'a pas connu les actes malsains de Thomas Sankara. Je ne suis pas contre ceux qui le défient. Ces réactions ne vont pas me replonger dans le mutisme, j'ai connu pire que ça. Oui, moi je voudrais, avant de répondre directement à votre question, dire que je salue le président Jean-Baptiste Ouédraogo pour sa part de vérité. Je le salue d'autant plus que je trouve qu'il a 3 fois raison, sinon même 4. 1, il a raison de dire sa part de vérité. La constitution de Burkina Faso lui reconnaît le droit d'avoir une opinion, de la dire dans les règles édictées par la République. C'est ce qu'il a fait. Deuxièmement, il a raison parce qu'il a raison d'être étonné de la réaction d'un certain nombre de ses compatriotes. Et enfin, il a raison de mon point de vue parce que quand il trouve qu'une certaine jeunesse de ce pays lui fait honte, je suis tout à fait parfaitement d'accord avec lui. Cela dit, quand on me dit que Jean-Baptiste aujourd'hui insulte la mémoire de Thomas Sankara, mais je dis que quelque part, c'est de l'hypocrisie à ciel ouvert. Pourquoi? Le même Jean-Baptiste Ouédraogo, je vous demandez à ceux qui se proclament sankaristes, par quelle sorte d'injures ils n'ont pas fait à ce monsieur? Il y a des livres qui sont là, qui là. Le valet local, l'impérialisme international, le félon. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur JBO du côté de la gauche du Burkina? On a tout dit sur l'homme. 40 ans, l'homme s'est tué. Il a supporté, il a subi. Aujourd'hui, il sort un petit livre. Voilà, tout le monde s'émeut. Il insulte Thomas. Je pense que ce n'est pas honnête. Et dans cet exercice, personnellement, je trouve qu'il n'en a même pas assez dit. Parce que quoi qu'on dise, moi je pense que ce livre devrait faire comprendre à la jeunesse burkinabé qu'on n'a pas besoin d'être ange, d'être blanc. On n'a pas besoin d'être immaculé pour avoir des opinions et les défendre. Thomas Sankara n'était pas un ange. Et lui-même, il le savait. Il le savait d'autant plus que quand vous disiez qu'il n'était pas un ange, mais vous avez des problèmes à l'époque. Et je dis, quand le président JBO dit qu'on a usé de lui de cynisme, ça on est en politique. Et c'est les armes de la politique. Et je dois reconnaître qu'au moment des faits,
la gauche autour de Thomas Sankara était organisée et bien organisée. Tout ce qui a été fait de 82 à 87, de 92 à 83, a été planifié. Rien n'a été fait au hasard. Chaque fois que Sankara a refusé d'être président, ce n'est pas lui qui a refusé, c'est l'ensemble du système qui a refusé, qui a dit que ce n'était pas le moment pour la révolution de se proclamer. Les acteurs sont là, ils peuvent le dire honnêtement. Sankara n'a jamais pu... Ce n'est pas lui qui refuse d'être président, mais c'est le système de gauche qui refusait, qui disait qu'on n'était pas encore prêt pour la révolution. Mais de là à dire que le monsieur est un boulimique de pouvoir, il y a chacun est maître de ses mots, et on ne peut pas empêcher, de la même manière que vous avez passé 40 ans à insulter le bonhomme, vous ne pouvez pas lui refuser aujourd'hui le droit de vous dire un peu ce que vous êtes, parce que c'est aussi une réalité. Quand on prend l'histoire du CNR, on peut trouver des actes qui cautionnent ce que dit le monsieur, etc. Mais nous ne sommes pas là, moi ce n'est pas un procès de Thomas Sankara, ça ne m'intéresse pas. Mais je dis tout simplement qu'il faut reconnaître à chaque Burkinabé le droit d'avoir sa part de vérité et de la dire. Tous ceux qui s'opposent à ça, ça veut dire qu'ils sont malhonnêtes dans le fond et ils sont antidémocratiques dans la forme. Alors, Jean-Baptiste qui continue pour dire, il dit que je suis une victime de la révolution, j'en ai souffert et je ne suis pas le seul. Permettez-moi de dire ma vérité, il y a des gens qui ont perdu leurs parents, je citerai les noms dans le 2e tome. Yunus Ouedraogo. Jean-Baptiste informe qu'il y a un 2e tome qui vient, où il va encore simplement dire d'autres choses qui manquent ici, là, à la connaissance générale des gens. C'est très bien, s'il peut même en faire... 3e, ce serait très bon. Est-ce que finalement, il n'y a pas eu un problème, de ceux qui pourfendent les JBO, si on veut le dire comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas eu un véritable problème? Parce qu'on n'a pas vu sur les faits. Jusque-là, des gens disent concrètement que tel fait était faux, ce qui est dit par JBO est faux, mais voici la réalité du fait. Ça, on ne l'a pas vu tellement. On a plutôt jugé le jugement lui-même de JBO. Est-ce que véritablement, ce n'est pas l'exercice qui est un problème? Est-ce que le fait de voir en Sankara, comme il le dit lui-même, un dieu, ou de voir en Sankara un mythe, etc. Est-ce que ce n'est pas cette pensée-là qui amène beaucoup de polémiques autour? Or, il fallait peut-être écrire aussi d'autres choses, ou dire le contraire de ce qu'il a dit. Je demande, qui voit en Sankara un dieu? Qui a dit quelque part que Sankara est un dieu? Non, je suis désolé. JBO dit qu'il n'est pas de ceux qui déifient Sankara. Mais qui déifie Sankara? Qui? Qu'on me cite le nom de quelqu'un qui a dit que Sankara est un dieu, ou que Sankara est un prophète. C'est un être humain qui a eu une femme, qui a eu des enfants. Sankara lui-même a dit que oui, tous les jours que Dieu fait, ils font des erreurs. C'est écrit. Ce que je déplore, ce n'est pas le fait que le président Jean-Baptiste écrive son livre ou ses mémoires, sa part de vérité, non. Il est libre de le faire et chaque citoyen est libre d'écrire. Du reste, le président Jean-Baptiste Ouedraogo n'est pas le premier à avoir écrit ses mémoires. Bien avant lui, d'autres l'ont fait. Ça n'a pas suscité autant de polémiques. Ça veut dire que le problème qui est posé, c'est le fait qu'aujourd'hui, il écrit contre quelqu'un qui n'est pas là pour se défendre. Il traite de tous les noms quelqu'un qui n'est pas là, qui est mort il y a des années. Du coup, c'est difficile. Donc, est-ce que ça voudrait dire que ça pose un problème moral? Le livre de JBO, l'histoire, la vérité de JBO pose un problème moral. C'est ça le fond. Comme il l'a dit. C'est un problème dit, historique. L'histoire, c'est l'histoire, mais c'est un problème moral parce que le concerné n'est pas présent, il est mort. Pas que ça. Il n'y a pas que le fait que le concerné soit présent ou pas. Mais il y a des choses qui sont dites, on l'a relevé ici. Du reste, dans le livre, un peu vers la page 240, un peu vers la fin, le livre est là, il explique que lui, JBO, a été trahi parce qu'il ne comprend pas comment les Sankara ont pu prendre le pouvoir alors que le chef d'état-major avait rassuré, alors qu'eux étaient préparés à la riposte. Il se demande pourquoi les forces de l'intérieur n'ont pas réagi. Il se demande pourquoi les mitrailleuses qui étaient du côté de l'un des camps n'ont pas donné au moment où il fallait réagir. Cela signifie que
s'ils avaient pu réagir, il y aurait eu vraiment un carnage. Ce qui signifie qu'il y aurait eu beaucoup de morts et que contrairement à ce que JBO dit, qu'il n'est pas un assoiffé du pouvoir, il aurait tué pour conserver ce pouvoir. C'est écrit dans le livre, c'est lui qui le dit. Il s'appelle Yahoua Marcel Tamini, qui était le chef d'état-major. Comme le traître qui a... D'accord, merci. Donc il y a pas mal de choses comme ça. Merci Moussa. On va continuer le débat. C'était l'émission interactive, donc certainement que les gens vont appeler. On va revenir dans la deuxième partie. S'il vous plaît, je vais très terminer. rapidement. Vous avez parlé de contre-vérité. J'ai vu Abdoul Salam Kabore, qui était l'un des membres du CSP et de la Révolution, qui a dit que contrairement à ce que Jean-Baptiste Ouedraogo a dit, c'est que c'est eux qui l'ont sauvé. Il a eu la vie sauve grâce à eux, parce que c'est eux qui l'ont protégé. D'accord, merci Younoussa. On va s'arrêter là pour le cas du livre. On va revenir dans la deuxième phase avec les questions des téléspectateurs. Certainement qu'ils ne manqueront pas. On va parler de la situation sécuritaire nationale dans le pays. La situation est totalement, on va dire, préoccupante, hein, encore plus préoccupante que par le passé. Seulement dans ce mois de janvier, en tout cas depuis du 10 à la fin, on a plus de 130 personnes décédées, en majorité, on allait dire, pour ne pas dire quasi-majorité des civils. Et la dernière attaque, c'est donc celle de Silgadi, comme on a dit. Silgadi, où il y a eu en tout cas un bilan au-delà de 50 personnes, on parle de 70, on parle de plus. Alors, Vokouma. Officiellement, c'est 39. D'accord, officiellement, oui, officiellement, mais on a entendu un responsable, un CVD, je crois, sur une radio, dire qu'ils ont enterré 70 personnes. Donc ça aussi, c'est des sources. Dans tous les cas, 39 aussi, ce n'est pas fameux quand même. Non, non, voilà. Pas du tout. Donc, non, alors, là où nous sommes aujourd'hui, janvier 2019, on avait donc Yirgou et puis ensuite l'escalade. Mais là, on est janvier 2020, on est complètement dans l'escalade, avec des morts à n'en pas fini. Pendant que nous parlons hier à Pisla, en Kouna précisément, il y a eu encore des attaques, 9 personnes. Oui, ben, ce qu'il faut noter dans ce qui se passe ces dernières semaines, c'est que les terroristes s'attaquent à des civils, comme ça. Vous voyez, ils ont massacré des femmes, comme ça, dans un marché. Là, ils s'en prennent à des gens. Un civil face à un militaire armé, que peut-il faire? C'est d'une lâcheté innommable. Mais c'est ça leur projet. C'est un nihilisme politique. Détruire ce qui est en face d'eux, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui ne ressemble pas à leur manière de faire, ce qui ne ressemble pas à leurs valeurs. C'est ça le terrorisme. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'on n'abat pas quelqu'un comme ça qui n'a rien fait. Vokouma, ça c'est la morale de l'histoire, de la guerre, etc. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on voit des terroristes qui se déplacent du centre-nord à l'est et au Sahel, aussi allègrement, et qui continuent de perpétrer des assassinats de masse. Oui. Alors, l'État, il est où? Est-ce que finalement, on a capitulé totalement dans ce pays, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui à l'évidence, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, à l'évidence, le système mis en place pour faire face au terrorisme n'est pas encore à la hauteur de ce qui se passe. C'est une évidence. Sinon, ces massacres n'auraient pas lieu. C'est pour ça que voilà, il faut inventer de nouvelles choses, de nouveaux dispositifs. Bon, on verra ce que les volontaires, le recrutement des volontaires, leur formation et l'action qu'ils vont mener sur le terrain va apporter. Mais il est évident que quand vous prenez la frontière entre le Burkina et le Mali, c'est 1000 km. C'est 1000 km. On ne peut pas, même si on mobilisait tous les Burkinabés, on ne peut pas mettre un militaire. Oui, mais Vokouma, ça c'est une rhétorique qui est vraie, 1000 km, mais aujourd'hui, ce n'est pas des gens qui traversent de part en part des frontières pour attaquer. Aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe à Bassalgo, on a l'impression que ces gens sont carrément dans le territoire. Non, évidemment, ils sont dans le territoire, mais hors du territoire aussi. Ce n'est pas pour rien que lors de la réunion du G5, les chefs d'état-major du G5, ils ont admis maintenant le principe de transfrontalier. On peut poursuivre l'ennemi jusque à l'intérieur de la frontière d'un autre pays. Croire que les terroristes sont uniquement sur le territoire national, ça fait une fausse analyse. Penser aussi qu'ils sont à l'extérieur, ils viennent agir et repartir, c'est aussi faux. Ils sont à l'extérieur comme ils sont à l'intérieur. Mais à l'intérieur, comment on les identifie? C'est ça tout le problème, puisqu'ils sont dans la population. Moi, j'étais à l'Est, on m'a expliqué comment ces gens-là sont dans la population. Ils sont connus pour les habitants qui sont là-bas. Sauf qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens de faire face
aux actions de ces gens-là. Mais pour pouvoir faire face, pour contrer ce genre d'action sur le terrain, comment il faut faire? On a évoqué plusieurs fois ici, le renseignement doit être renforcé, qu'on sache avoir les informations à l'avance pour pouvoir anticiper sur les projets macabres. Mais je veux dire, c'est aussi facile pour nous de dire ça ici, mais sur le terrain, ce n'est pas aussi simple que ça. Vous savez, moi, je n'adhère pas du tout à ces complaintes, ces condamnations. Bon, je trouve ça vraiment huilé ce qui s'est passé, quoi. C'est l'action qu'il faut. Quand on dit, par exemple, information, dans certains cas ici, on a dit que les villageois, des relations, hein, les gars, les séroïstes sont venus d'abord prévenir et repartent, mais il y a une information. Il y a des cas où les populations sur place essayent d'informer qui de droit, mais il n'y a pas d'action, ça ne bouge pas. Donc bon, franchement, je ne sais pas. Parle de quel cas, par exemple? Non, il y a des cas. Si vous prenez le 20, 25, 28, 30, rien que pour le mois de janvier, vous avez Silgadji, Pama, Nagraogo, vous avez Nkouma, mais le cas le plus emblématique, c'est Silgadji, où il semblerait qu'il y a eu des informations qui ont circulé avant. Oui. Donc bon, écoutez, dans tous les cas, moi, je pense, contrairement, bon, le gouvernement, bien sûr, est optimiste. Ils disent que malgré le caractère âpre de la lutte, la victoire sera assurée. Mais moi, je pense qu'il faut agir. Et c'est ce manque, cette absence d'action-là, qui a laissé vraiment les choses se détériorer. Moi, je veux bien l'histoire récemment, il y a des mesures qu'on a prises. Mais ces mesures, on l'a tous ici saluées. Mais on a eu quelque part l'impression que c'est venu un peu tard. Parce que moi, maintenant, mon inquiétude est que si tous les villages se vident, mais on va aller recruter qui sur place pour défendre quoi? Et j'ai l'impression que chaque jour qui passe, mais ne fait qu'aggraver vraiment les choses. Alors, il y a une étude de la CENI qui donne une cartographie des villages totalement vidés. Donc, par rapport aux élections, peut-être que cela a pesé dans des dernières décisions, je l'ignore. Dans tous les cas, l'Union européenne a fait une déclaration pour condamner donc ces attaques-là de Silgadji et également de l'attaque à la mine qui a coûté la vie à 6 soldats burkinabés. Donc, Inoussa Ouedraogo, est-ce que la terreur a eu raison de notre intelligence, de notre système de sécurité? Parce qu'aujourd'hui, ce sont les populations, ce n'est plus tellement les forces de défense et de sécurité qu'on vise au premier abord, mais ce sont les populations qu'on massacre. Est-ce que, concrètement, l'État burkinabé n'a pas un problème de responsabilité ici? Bien sûr que à partir du moment où on est un État et qu'il y a l'insécurité dans le pays, évidemment, l'État a sa part de responsabilité. Nous tous, nous avons notre part de responsabilité en tant que Burkinabés d'être impuissants face à tous ces massacres. C'est très triste parce que ce sont nos frères. Moi, je connais personnellement des gens qui sont partis là-dedans. C'est difficile, mais nous sommes en guerre et en situation de guerre, il y a des moments où on a des défaites, il y a des moments où on a des victoires. Et ainsi est faite la vie. Il nous appartient de toujours nous armer de courage, de toujours développer des stratégies parce que les terroristes, eux, ils le font. Comme vous l'avez dit vous-même, avant c'était les militaires qu'ils attaquaient. Ces militaires-là, comme on l'a dit, ils se sont organisés, ils se sont mieux organisés, ils se sont adaptés à la situation, ils sont montés en puissance parce qu'ils ne se laissent plus avoir comme avant. Et ceux d'en face ont changé de stratégie, ayant des difficultés donc à taper maintenant les forces de défense et les sécurités, c'est-à-dire les cibles dures. Et ils sont obligés de se replier sur les cibles molles, les populations civiles, malheureusement. Et c'est ce qui est triste. Cela veut dire que nos forces de défense et de sécurité devaient encore se réorganiser en conséquence, réadapter régulièrement la méthode de lutte, la méthode de travail pour que, évidemment, ces forces du mal-là ne continuent pas à massacrer les pauvres citoyens. Voilà. Merci. Alors, Lengani, pour terminer sur cette question de la sécurité, chaque fois on en parle, est-ce que finalement les populations sont délaissées à elles? Les forces de sécurité sont arrivées elles-mêmes à se protéger, ne sont plus l'objet d'attaques, mais les populations, elles, continuent d'être massacrées? C'est pas simple. Vraiment, c'est pas simple. Surtout que c'est compliqué parce que il y a la compassion, il y a la révolte, il y a l'incompréhension. Mais je dis que c'est quand même dommage qu'on puisse massacrer des civils pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, sans qu'il y ait une réaction militaire, même si elle n'est pas à la hauteur de l'attaque. En tout cas, un geste
la force publique qui permettent aux populations de sentir qu'il y a derrière elles quelque chose qui peut effectivement assurer éventuellement leur sécurité. Moi, c'est ça mon problème. C'est que dans toutes ces attaques-là, on ne nous a jamais dit que les assaillants ont fui parce qu'une autre force venait. Mais ils ont fini leur travail, ils ont pris leur temps et puis ils sont partis. C'est ça qui est dommage. Et je crois qu'à ce niveau, il faut que nous réorganisions. Je sais pas, mais à réfléchir bêtement comme ça, je me dis, pourquoi il n'aurait-il pas une force type réaction rapide qui puisse se déporter très très rapidement sur les zones d'opération? Même si c'est pour montrer la présence de la force publique, plutôt que de laisser les populations comme ça. C'est vrai, on est heureux parce qu'aujourd'hui, ces bandits-là n'osent plus attaquer nos troupes à la va-t'asseoir comme ils le faisaient, parce que nous sommes mieux organisés, nous sommes mieux aguerris. Nous avons les armes nécessaires pour nous défendre. Ça, c'est un point de gagner. Mais la guerre, ce n'est pas ça. La guerre, c'est les populations civiles aujourd'hui. Et cela me fait penser que les terroristes qui agissent aujourd'hui sur le terrain, il m'étonnerait qu'ils proviennent des villages qu'ils massacrent. Parce que ça m'étonnerait, quel que soit le type de lavage qu'on fait aux gens, que les gens reviennent massacrer leurs propres parents. Je pense comme ça. Je me dis, ça doit certainement, quand on massacre à Silgagi, ce n'est pas des enfants de Silgagi qui sont venus massacrer leurs propres parents. Ils sont venus d'ailleurs. Ça veut dire qu'il y a un mouvement. Et comment on n'arrive pas, c'est vrai, la frontière, ça fait 1000 km. Bon, c'est vrai, le territoire, c'est 274 000 quelque chose kilomètres carrés. Mais quand même, comment peut-on circuler comme ça, aller agir et puis repartir impunément? C'est ça mon problème. Et je dis que, de mon point de vue, il faut, pour mettre fin déjà à ça, il faut qu'on ne puisse plus voir ce type de massacre se faire sans qu'il y ait une réaction des forces de l'ordre. Merci Lengani. On va aller sur notre dernier sujet national, c'est la crise à la police nationale. L'UNAPOL a sorti donc un communiqué où l'UNAPOL, qui est donc le syndicat policier, qui explique des problèmes pour le syndicat. Le ministère fait des dépenses pour d'autres questions, mais ne tient pas compte des besoins demandés par les hommes. Ici, par exemple, l'UNAPOL dit que la police nationale se retrouve avec 5 directions régionales sans directeurs régionaux régulièrement nommés, 11 directions provinciales sans directeurs provinciaux régulièrement nommés, de nombreuses divisions et services vacants. Et il se pose la question, quel paradoxe dans un contexte sécuritaire nécessitant une bonne organisation opérationnelle? À cela s'ajoute environ 1200 officiers de police se trouvant dans une situation administrative et juridique irrégulière. Alors, pendant ce temps, le ministère de la Sécurité se donne le loisir d'organiser un CASEM avec des thèmes ronflants, empreints de populisme sécuritaire. Bon, voilà. Alors, finalement, comme on le disait, c'est la question sécuritaire. Et dans la maison sécuritaire, on a toujours des problèmes. L'UNAPOL qui lance donc un mot d'ordre de grève, disons, illimité du 4 février à X jours. Non, tout à l'heure, je parlais d'action, d'inaction. Ça, ce sujet-là est en lien avec le massacre des villages. Je suis désolé. Hein. Quand on a des directions importantes, régionales de la police, provinciales de la police, qui ne sont pas dotées de responsables, vous voulez quoi? Pendant ce temps, on massacre des gens dans les villages, les gens sont là, ils font des KCM, ils circulent. C'est une question d'action. Les complaintes, l'argument de dire que la superficie, la frontière est grande. Il y a des pays qui font 100 fois plus grand que le Burkina, mais ils arrivent à bien contrôler leur frontière. Non, c'est une question pour moi. Mais les moyens, il faut laisser les donner. Hein. Ici, on trouve des moyens pour faire la fête. Et par contre, pour faire des trucs plus importants, on n'a pas les moyens. Ce discours-là ne peut pas me le tenir. Ça n'a rien à voir. Voilà. Comment ça n'a rien à voir? C'est une question de priorité. C'est une question de priorité. Il faut d'abord définir ses priorités. Et à partir du moment où on a les priorités, on se donnera les moyens de le faire. Voilà. Maintenant, donc voilà, ça c'est vraiment, ça vient illustrer, ça vient encadrer. Vous avez parce que c'est des structures opérationnelles, au niveau des régions, au niveau des provinces, mais ça semble inquiéter personne. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? C'est très grave. Bon, maintenant c'est vrai que il a fallu que l'UNAPOL sorte pour que le ministre essaye de communiquer, mais on a eu l'APN qui a fait plusieurs sorties, qui a fait plusieurs... Mais le ministre n'est pas sorti. C'est ça pose aussi le problème du management dans ce pays. Moi, je suis burkinabé, je suis
à même de me demander quel est le travail réellement d'un ministre dans ce pays. C'est pas se balader sur les plateaux de télé, se faire voir et tout. Il y a du boulot. C'est ça le boulot d'un ministre. Parce que quand vous voyez les syndicats de tous les corps qui arrivent à aller dans la rue ou arrivent à bloquer, c'est que quelque part, quelque chose n'a pas fonctionné. Et c'est le rôle du ministre que de faire en sorte qu'on n'arrive pas à ce blocage-là. C'est ce que j'ai dit toujours. Beaucoup moins. Voilà. Oui. L'UNAPOL estime que la tutelle n'a pas d'oreille attentive par rapport aux appels, aux interpellations liées aux questions même d'organisation, questions qui sont des questions de fonctionnement de la police. Est-ce que véritablement on n'est pas dans une situation contradictoire, paradoxale, avec le climat qu'on a, l'atmosphère qu'on a, et que la police est grippe? Oui, bon, effectivement, je suis d'accord avec toi que compte tenu de la situation qui prévaut dans notre pays, ce genre de problème ne devrait pas exister. C'est-à-dire qu'on devrait faire l'effort nécessaire pour que ces problèmes-là soient réglés, pour qu'ensemble, on mobilise les forces pour lutter contre le terrorisme. Mais je crois que sur les revendications qui ont été formulées par l'UNAPOL dans son texte, le ministre a donné des explications, j'ai lu dans Citoyen, les explications que le ministre a données par rapport aux nominations, par rapport aux affectations, et que la discussion est en cours et qu'il y a une loi qu'il faut corriger pour que certaines nominations puissent avoir cours. Donc, je suis navré parce que je vois que, apparemment, il y a une autre partie des policiers aussi qui ne se reconnaissent pas dans cet appel à la grève. Ça crée un sentiment de cacophonie dans un pays en guerre, et ce n'est pas du tout à l'honneur de ce qui se passe au sein du ministère, au ministère de la Sécurité. Bon. Moi, je suis comme tout le monde. J'espère que d'ici demain, ils vont trouver une solution pour que cette grève ne soit pas enclenchée. Même si elle est partiellement suivie, c'est quand même des secteurs qui vont manquer de surveillance, des points qui vont manquer de surveillance. Et c'est toujours malheureux parce que c'est toujours des occasions pour les terroristes de s'infiltrer quelque part et de commettre leurs besoins. C'est une situation d'urgence qu'il faut régler ça, et je sais pas, vu le climat délétère qui est au ministère de la Sécurité depuis longtemps d'ailleurs, hein. Vous vous rappelez l'affaire Naïm Touré qu'on a évoquée ici, ça, la dissension au niveau de la hiérarchie de la police, tout cela n'est que révélateur de ce qui se passe. Ce qui se passe en interne. Voilà. Alors, Lengani, Isaka? Je pense que c'est vraiment... Le ministre a répondu que tout est en cours, etc. Mais pendant ce temps, on a 11 directions régionales, 45 directions provinciales qui ne fonctionnent pas bien. Est-ce qu'on peut avoir du renseignement? On peut avoir du renseignement, écouter un peu dans des provinces, je regarde mes notes, mais je l'ai lu tout à l'heure, il ressort qu'au niveau des provinces, il y a des directions qui ne sont pas donc, dotées de responsables, de directeurs, et au niveau aussi des provinces, des régions également. Est-ce que ça, quant au niveau, parlant organisation donc de l'institution sécuritaire dans le mois présent, et que on soit toujours à la lenteur de l'administration, des décisions, est-ce que ce n'est pas quand même une situation tout à fait révoltante? C'est révoltante, c'est une situation révoltante. Et moi, ce qui devait être en cours, c'est le débarquement du ministre. C'est ça qui devait... C'est pas... C'est l'objectif de leur grève. C'est que si l'UNAPOL a demandé que le ministre... Est-ce que c'est la solution? Moi, j'y adhère pleinement. Le câble, voilà. Mais c'est carrément... Mais dans un pays en guerre, mais c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Ça veut dire, dans un pays en guerre, dans tous les postes de combat, quand un homme tombe, il doit être automatiquement remplacé. Automatiquement. On n'entend pas des papiers pour... Oh, je crois, de mon point de vue, les directions régionales, c'est des postes de combat. Ce n'est pas pour signer la paperasse seulement. C'est pour concevoir des stratégies, c'est pour analyser la situation, pour que la hiérarchie puisse décider, pour prendre les bonnes décisions. Vous n'avez personne pour faire ce travail-là. Il y a une coupure totale entre la base, le terrain et la hiérarchie qui commande. Mais ça, c'est extrêmement grave. De mon point de vue, toute la chaîne décrite par l'UNAPOL doit être débarquée, voire même passer même par chose. Il faut que les gens s'expliquent. On ne peut pas expliquer une telle situation par le simple fait qu'il y a des textes qu'il faut revoir. Qui fait les textes? Moi, je pense que dans ce pays, on veut une chose et son contraire. Si on est véritablement en guerre, il faut se donner les moyens de résister. Et
le matériel humain est extrêmement important dans cette situation. Merci. Et ce matériel-là, nous ne pouvons même pas l'organiser. Nous ne pouvons même pas mettre les... On envoie les enfants. Si c'est pour envoyer les enfants à Sergagi, ça on peut. Mais s'il faut mettre des décideurs, s'il faut mettre des concepteurs au niveau intermédiaire pour permettre la bonne prise des actions, il n'y a personne. Qu'est-ce qui nous prouve que c'est parce qu'on ne veut pas nommer des gens ne veulent pas aller à ces postes-là quand on invoque les histoires de texte. Allez-y me le prouver. Inoussa, pour terminer, 11 directions provinciales, pour bien dire ce qui a été dit par le NAPOL, c'est donc 11 directions provinciales et 5 directions régionales qui ne sont pas pourvues de directeurs. Alors, très rapidement, sur cette situation de crise à la police nationale. Oui, 1200 officiers qui sont dans une situation de carrière irrégulière. C'est vraiment déplorable, cette crise du côté du ministère de la Sécurité, dans le contexte actuel. Les uns et les autres l'ont dit, ça ne s'explique pas. On ne peut pas être en guerre et puis avoir des postes où on ne nomme pas des directeurs ou provinciaux ou régionaux. Mais je suppose que ce n'est pas des postes vacants. Je suppose que si le directeur régional n'est pas là, il a un adjoint. Si le directeur provincial n'est pas là, il a un adjoint et que le travail opérationnel continue. Bien évidemment, c'est plus intéressant d'être diligent dans ces situations de guerre-là, mais il faut quand même nuancer le fait qu'il n'y ait pas de responsables à ce niveau-là. Mais les syndicats l'ont dit, l'UNAPOL qui le dit, le sait mieux que nous, oui, certainement. Et quand il dit que ces postes sont vacants, c'est que certainement que c'est vacant. Oui, mais la vacance d'un poste ne signifie pas que personne ne dirige. D'accord. Voilà. Mais je dis qu'il faut quand même qu'on résolve ces problèmes qui sont posés et qui reviennent régulièrement. Par contre, personnellement, j'ai toujours été contre le fait que les syndicats de police réclament le départ de leur ministre, etc. etc. Bon, leur rôle, c'est de travailler à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. S'ils estiment que ces conditions de vie et de travail ne sont pas suffisamment à la hauteur de ce qu'on leur demande, ils le posent clairement et ils travaillent à défendre donc ces intérêts-là. Mais entre ça et dire que le ministre doit partir, ça devient une revendication politique. Et évidemment, ça interroge sur l'objectif réel. Est-ce que c'est la résolution du problème ou est-ce que c'est le ministre même qui est leur problème? D'accord. Voilà. Merci Inoussa, on va terminer. On a quelques intervenants qui se sont inscrits. On va terminer avec la Côte d'Ivoire. On a vu ce qui est quand même extraordinaire, ce qui n'est jamais vu en Côte d'Ivoire, des évêques décider de battre le macadam au nom de la paix par rapport à tout ce qui se vit dans ce pays ces derniers moments. Et puis en dernière minute, voilà, il y a eu un retour sur la décision. Les évêques ont décidé de ne plus marcher compte tenu des risques d'infiltration et de violence qu'on pourrait leur imputer par la suite. Mais déjà l'idée ici que les évêques, les hommes de Dieu, on l'a vu en Centrafrique. Oui, c'était en Centrafrique, bien sûr. On a vu, non, plutôt au Congo, voilà. En aide au Congo, on a vu par exemple le clergé marcher dans la rue par rapport à la situation politique. En Côte d'Ivoire, si ça n'a pas été fait en pratique, mais ça a été quand même dit et décidé. Alors, Inoussa Ouedraogo, c'est un disque de l'Église ivoirienne est en train donc de rentrer en politique. Non, je ne pense pas. L'Église a soutenu l'action des jeunes qui étaient en train d'organiser une marche pour la paix. Ils disent qu'ils vont prier en marchant. Donc, je pense que dans leur agenda, il n'était pas question de dénoncer un quelconque fait politique. Mais à un moment donné, j'ai cru voir que des hommes politiques ont dit qu'ils allaient marcher à leur côté et qu'ils soutenaient cette marche-là. Cela a certainement impliqué la démarche de prudence qu'a adoptée donc l'Église en disant qu'ils allaient se contenter juste de se réunir à l'Église pour prier pour la paix. J'ai vu aussi la sortie d'un abbé, l'abbé Brou, qui a indiqué qu'ils n'ont pas eu de pression et que c'est au regard justement du contexte avec les risques de débordement et d'infiltration qui ont fait qu'ils ont décidé de le faire
au niveau de l'Église. Dans tous les cas, je crois que la situation politique en Côte d'Ivoire est suffisamment effervescente et il appartient à l'ensemble des acteurs, qu'ils soient politiques ou non, de travailler à ce qu'il y ait la paix dans ce pays-là. Ce n'est pas un mot, c'est un comportement et les Ivoiriens doivent se comporter de sorte à ce que, évidemment, ce qu'ils ont vécu les années antérieures ne puisse plus revenir. Et cela, le président Alassane Ouattara a une grande part de responsabilité à jouer et l'ensemble des acteurs politiques également. Lengani, c'est juste donc un indicateur qu'en Côte d'Ivoire, la situation est suffisamment inquiétante. L'Église qui, contrairement à son habitude, décide donc de marcher. Mais bien avant, on a vu par exemple qu'en fin d'année, quand le président Ouattara est allé donc, lors de la prière à la messe, il lui a été dit clairement de libérer ceux qu'il venait d'arrêter, parlant du clan de Soro et tout ça. Donc c'est une prise de position assez directe de l'Église qui voudrait dire qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de risques en Côte d'Ivoire. Oui, moi je pense que c'est un geste qu'il faut mesurer à sa juste valeur, en se disant que si les évêques en arrivent à vouloir se retrouver dans la rue avec leur soutane, ça veut dire que la situation est vraiment sérieusement grave. Il y a des germes qui montrent qu'on va vers un dérapage qui va coûter extrêmement cher à la nation ivoirienne. Cela dit, de mon point de vue, ce n'est pas la première fois qu'on voit l'Église en politique. Aussi bien là-bas qu'ailleurs, vous avez cité le cas de la RD Congo. La RD Congo, et même au Burkina ici, on est coutumier de fait. Donc ce n'est pas des phénomènes nouveaux. Bon, maintenant, il faut savoir les mettre dans leur contexte, de mon point de vue. Et éviter que l'action de ces forces sociales, dont on ne mesure pas tout à fait l'impact, leur action ne soit pas colorée d'une pas de choix, je ne dis pas de choix politique, mais se fonde sur des valeurs universellement reconnues par tous et acceptées par tous. Bon, qu'il n'y ait pas qu'un camp n'accuse pas que parce que c'est moi que vous faites ça et quand c'est l'autre vous faites pas ça. Qu'il n'y ait pas de confusion, que ça garde la confiance. On va prendre notre premier téléspectateur, Monsieur Soma Eloi, qui appelle des Nyango Logo. Oui, Nyango Logo, oui. D'accord, sur le sujet, le livre à polémique du président JBO. Monsieur Soma. Bonjour, Monsieur Sawadou. Bonjour, Monsieur Soma. Comment vous allez? Excusez-moi. Merci beaucoup. Allez-y très rapidement pour votre intervention. Voilà. Je voulais d'abord saluer mon frère Lengani Diaka à côté. Merci beaucoup pour son effort tous les jours à l'antenne. Saluer tout le monde parce que tout le monde fait des efforts ici. Oui, je salue tout le monde. Voilà, ok, d'accord. Un peu parler sur ta réaction aujourd'hui, quoi. D'accord. Voilà, concernant le livre de l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo. Mais je vais dire tout simplement s'il a l'occasion de discuter avec Jean-Baptiste Ouédraogo, qu'il lui dise s'il peut se retirer, mais qu'il n'a qu'à se retirer politiquement pour le moment. Parce que Capitaine Thomas Sankara, personne ne peut dire quelque chose qui peut saluer le nom de Thomas Sankara. Parce que les faits de Thomas Sankara sont accompagnés par les actions sur le terrain. Et beaucoup sont aujourd'hui ceux qui soutiennent Capitaine Thomas Sankara, sont ceux-mêmes qui ne sont pas nés dans le temps de Thomas Sankara. Mais aujourd'hui, ils sont nés prouver. Maintenant, Thomas Sankara avait tracé beaucoup de choses que si on avait suivi ça, si Thomas Sankara était là pour pouvoir arriver au bout, notre pays serait aujourd'hui un pays émergent. Donc voilà la simple raison que les gens suivent Thomas Sankara. Donc il n'y a pas quelqu'un qui peut venir dire quelque chose, contrairement à ce que c'est déjà passé sur le terrain, qui peut saluer le nom de Capitaine Thomas Sankara. Voilà, donc je vais dire tout simplement que ce que les uns et les autres disent, contrairement à ce que nous avons dit et ce que nous avons remarqué sur les faits de Thomas Sankara, qu'ils se calment. Parce que dans la politique, si tu sais pas... Vous m'écoutez? Ah ouais, allez-y, on vous écoute très bien. Voilà, donc dans la politique, en tout cas, je pense que si tu es encore en vie, il faut dire merci. Parce qu'ils sont 9 ceux qui ont goûté à à la présence du Burkina Faso, je veux dire. Et maintenant, c'est Capitaine Thomas Sankara seul qui est mort. Donc vous voyez que vraiment, ce monsieur a payé, même s'il a fait des dégâts, s'il a fait quelque chose qui ne sont pas bien, mais il a payé plus que tout le monde.
Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais dire que ce livre, je n'ai pas encore lu ça fini, mais je n'ai même pas envie de lire parce que voir les petites choses que j'ai lues dans ce livre, vraiment, ça me décourage déjà. Merci. Donc, voilà, on a besoin de tout le monde pour construire le Burkina Faso, mais que tout un chacun essaye de mesurer ces trucs que maintenant ne pas salir d'autres. Merci. Merci, M. Souma. Merci, M. Souma de Yangologo qui a pris d'ailleurs très loin. Oui, en fait, il est revenu. Moi, le fait marquant, c'est effectivement les actions. Parce que quand on parle de Sankara, c'est les actions. Il dit terrain, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'on a vu, c'est vrai. Si on se réduit dans ce contexte, moi je dis même que le MPP pourrait mieux faire. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de grève, ils avaient tous les syndicats. On a levé des impôts sur les gens, personne n'a levé la tête. Hein. Les gens étaient imposés régulièrement. Les libertés, vous avez un syndicat ne parlait pas. Dans un tel contexte comme ça, vous avez beaucoup de chances de réussir. Il y a d'autres trucs encore qu'on cite. Par exemple, des actions, moi je pense les citer en trois. Nous, on était petits, mais on sait que c'est des projets qui étaient là depuis. L'avantage, le mérite que la méthode Sankara a fait justement, c'est avec la Kalash, les gens se sont mis au pas. Et ça, on peut en débattre, que c'est bien ou c'est mauvais, mais ça a permis peut-être un bond. Sinon, tous les projets, même le stade du 4 août, il y a plein de choses qui étaient déjà là dans les tiroirs. Mais c'est avec la manière forte. Est-ce que ce n'est pas un mérite? C'est ça la méthode. Bon, je ne sais pas, c'est un débat. Est-ce que la méthode Sankara n'est donc pas un mérite? Oui, mais c'est une méthode. Ou est-ce que ce n'est pas la méthode qu'il faut ramener? On peut être pour. Voilà, c'est ça le débat, c'est ça l'homme. C'est ça, je dis que si le MPP, dans le contexte actuel, avait, par exemple, le silence de tous les syndicats, là, que personne ne revendiquait, on levait les impôts, personne ne bronchait, peut-être qu'ils auraient des résultats aussi. En fait, moi, pour répondre un peu à l'auditeur, j'ai l'impression que monsieur le président de Jean-Baptiste Ouedraogo est un peu irrité par les éloges, les adjectifs qu'on fait autour de Thomas Sankara. Mais c'est aussi simple que ça. Après la mort de Thomas Sankara, combien de personnes pouvaient lever le doigt pour dire que je suis sankariste? Pendant des années, il y avait une chape de plomb sur ce qui s'est passé. Personne n'osait lever le doigt pour se revendiquer. Il fallait être un peu comme des kamikazes, comme, je sais pas, Chérif Si, qui a lancé son bendré, qui publiait des articles assez... il y avait Norbert Tienbero aussi. Oui, mais bon, Valère Sommet, il était à Rouen, il a dû fuir le pays pour se réfugier. Oui, mais d'abord à Brazzaville. Le fait de fuir, c'est aussi une résistance. Oui, non, mais je veux dire, mais je parle de ceux qui étaient ici. Vous voyez, donc toutes les informations qui sont sorties à ce moment-là, c'était quoi? C'était sous le manteau. C'est petit à petit, c'est à partir de 98, avec l'assassinat de Norbert Zongo, que les choses ont commencé à être diffusées de façon plus ou moins libre. Mais sinon, avant, c'était compliqué. Mais c'est quoi? Quand les gens ont une information qu'ils obtiennent de façon clandestine, mais ils prennent ça comme pour la vérité. Il y a des éléments sur les faits, les réalisations. Mais nous tous qui avons vécu avant et pendant la Révolution, je renvoie, pour ceux qui veulent avoir un bilan objectif de la Révolution, je leur renvoie au document que le Front populaire a élaboré en 88 sur le bilan des 4 années de Révolution. Secteur par secteur, ils auront le bilan là-bas et ça parle, ça répond à toutes les critiques. Merci beaucoup. Monsieur Souma a dit quelque chose quand même aussi important, qui est j'allais dire le fait que Thomas Sankara soit, en tout cas, le seul président à avoir payé de sa vie. Il a aussi mentionné comme étant quelque chose qui devait amener les uns et les autres aussi à avoir une attitude. Ici, je vous renvoie au rapport du Collège des Sages qui a eu lieu juste suite après les événements de 98. On dit que l'intrusion de la violence en politique au Burkina a été faite à partir de la période du CNR. C'est pas moi qui le dis. Ok, voilà. Merci. On prend notre deuxième téléspectateur, M. Séni Ouedraogo de Ouagadougou, sur le même sujet du livre à polémique de JBO. Monsieur Ouedraogo? Oui, c'est Séni Ouedraogo de Séni Ouedraogo? Ah, Seydou Ouedraogo, d'accord. Voilà. D'accord. Allez-y pour votre intervention, M. Seydou. Merci. En fait, c'est par rapport effectivement au livre de M. JBO. D'accord. Moi, j'estime que d'abord, il fait partie des protagonistes à un conflit et qu'il y a une absence de neutralité. Il aurait fallu que ce soit peut-être quelqu'un de neutre dans cette affaire. À ce moment, je peux me rapprocher un peu de la vérité. Je peux comprendre qu'on utilise le terme de vérité. C'est sa version des faits, et il a raconté sa version des faits.
et qui est en même temps contredit par un nombre de personnes qui ont vécu sous la Révolution, sous la période, effectivement, 82, ainsi de suite. Quand on me dit que, oui, parce que l'autre l'a souligné, Sankara, c'est donc des actions. Ces actions sont visibles. Et comme tant que, c'était beaucoup de ces actions étaient dans les tiroirs et que c'est lui qui l'a concrétisé. Mais si j'entends ça, mais je dis, mais tiens, mais c'est pratiquement, les gens ont raison même de l'idolâtrer parce que si depuis les années 60, les gens ont fait des projets et que lui, en 4 ans, il est venu réaliser autant d'actions, mais c'est à le féliciter. Dieu merci. Oui, ça a son crédit. Mais ce que je veux dire aussi, vous savez, dans cette histoire, moi je sens, c'est ma conclusion, hein, j'ai abouti à la conclusion. Je peux faire un certain nombre d'analyses, mais j'ai abouti à la conclusion que... Allez-y rapidement. Allez-y. Simplement par... Oui. Allez-y pour votre conclusion. Oh, oui, ça a été écrit simplement par pure jalousie. À partir du moment où Sankara est populaire et lui n'est pas populaire, il demande à la jeunesse, il dit à la jeunesse, parce que, je ne comprends pas que Sankara soit autant populaire alors qu'il a eu des méfaits pendant cette période-là. Alors, il faut tout faire pour pouvoir déconstruire Sankara. Lui-même le dit, de construire le mythe, alors que personne n'a dit que Sankara était un mythe. Allez-y comprendre. Donc, c'est pas plus jalousie. Uniquement pas plus jalousie. Monsieur Ouedraogo. En 10 secondes pour terminer. Oui. Oui, il y a un auditeur qui avait eu à dire que M. Consevo n'a jamais dit du bien de Sankara. Je note qu'il y a la confirmation ce matin. Ce n'est pas... Monsieur Ouedraogo, chacun a son opinion sur ce plateau. On aime toujours à le dire. Si on n'a pas d'opinion plurielle sur ce plateau, il ne servirait vraiment à rien d'être ici. Donc chacun a son opinion qu'il faut respecter. Voilà. Non. Je ne suis pas... Je ne vous permettrai pas de dire les choses telles que vous le dites. Ce n'est pas être contre quelqu'un que de dire d'avoir une opinion contraire à cette personne. Tel que vous le faites pour JBO, vous n'êtes pas contre JBO, je suppose. Donc, il faut accepter que les uns et les autres aient des opinions contraires sur ce plateau. C'est ce qui fait d'ailleurs l'intérêt de ce plateau, l'intérêt du débat. Merci d'avoir pris la parole pour donner votre point de vue sur cette... oui, très rapidement. Les Burkinabés, quand vous venez vous exprimer, il y en a qui pensent et qui attendent à ce que vous leur dites ce qu'ils veulent entendre. Moi, j'ai déjà dit, quand je me lève le matin, je prends mon énergie pour venir sur les plateaux. C'est pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est un combat d'idées que je viens mener. Merci. Par ailleurs, moi, j'ai connu peut-être Sankara quand j'étais petit. Je n'ai rien contre Sankara. Il était très jovial. Pendant les défilés, il montait, il faisait des crosses moto. Ça nous amusait. Mais là où je fais des critiques, c'est par rapport à ses actions. Ce sont ses actions, c'est pas son œuvre politique. Voilà. Merci à vous tous d'avoir compris le jeu ainsi. L'Engad me dit quelque chose. On est au bout du fil. Moi, je crois qu'il faut quand même être honnête vis-à-vis de Jean-Baptiste Ouedraogo. Et je dis, je le répète, nous sommes tous témoins. Pendant 40 ans, on a insulté ce monsieur-là, on l'a traité de tous les noms d'oiseaux. Il a fallu ces dernières années pour que la République même le réhabilite d'une certaine manière. C'est ça. Et aujourd'hui, ce monsieur, il dit sa part de vérité, et voilà, c'est le tollé général. Merci, on va prendre notre dernier téléspectateur, certainement, qui appelle de Bobo de l'Osso, M. Touré Oumar. C'est cela. Lui, il change de sujet. Hein. Là, il parle de la feuille de route des salles de l'appel de Maniga. Monsieur Touré. Bonjour. Bonjour, Monsieur Touré. Bien. Bon, bonjour à tout le plateau, même si je ne suis pas d'accord avec des idées de Lengani. Et tous les autres, je ne suis pas d'accord avec la théorie de Inoussa Ouedraogo. D'accord. Mais ce n'est pas par rapport à Thomas Sankara que je vais appeler. Eh bien, c'est sur les recommandations des sages. D'accord, allez-y. Les prétendus sages de Maniga. J'ai du respect pour eux parce que parmi eux, il y a Béatrice Damiba. Pour tout ce qu'elle a fait pour le Burkina et la haute voltage d'abord et puis Burkina ensuite. Mais pour être des sages, je pense qu'ils n'ont pas suffisamment réfléchi pour faire des propositions, des recommandations. Par exemple, quand on parle de contrition publique des insurgés pour avoir brûlé des maisons, des bons du CDP ou de leurs alliés, eh bien, à qui veulent-ils qu'ils fassent cette contrition? Et puis, qu'est-ce que l'on met dans le concept de contrition? Est-ce que c'est des mea culpa publics ou bien c'est un réparti
pour exiger pour demander le pardon de ceux qui ont été les bourreaux du peuple pendant 27 ans, à qui également on demande une contribution publique. En fait, qu'est-ce qui est derrière tout ça? Qu'est-ce que l'on recherche derrière tout ça? La réconciliation, comme l'a dit certains membres du plateau, non. Puisque à l'appel de Manéga, vous avez tout dit sauf la réconciliation. Vous avez parlé d'unité nationale plutôt que de réconciliation. Ils avaient intervenu par rapport à la question, vous m'avez arrêté. Et donc, on ne peut pas faire l'unité nationale avant la réconciliation. Or, après l'insurrection, au lieu d'aller directement à la réconciliation, pour finalement faire une constitution, on a brûlé les étapes, on a permis à ceux qui pouvaient être incriminés devant la réconciliation d'être au pouvoir. C'est pourquoi nous assistons à tout ce tambouillamini politique aujourd'hui. Si les choses avaient été faites dans les normes après l'insurrection, eh bien, on n'aurait pas eu même Jean-Baptiste pour dire ce qu'il est en train de dire aujourd'hui. Merci. Donc, permettez aux gens de s'exprimer. Monsieur Touré. Vous l'avez dit vous-même, chacun a son opinion. Ne donc pas peur des opinions contradictoires. Laissez-les aller jusqu'au bout. Et on pourra, à partir de cela, faire la vérité. Et donc, pour qu'il y ait mea culpa ou repentir des uns et des autres, il faut que ce soit devant une commission de réconciliation. Merci. Et la justice traditionnelle dont on parle, Monsieur Touré. la pousse aux yeux. Monsieur Touré. Continuer dans le sens de l'impunité. Monsieur Touré. Il faut une justice véritable. Monsieur Touré, malheureusement, on ne dialogue pas. Merci d'avoir fait cette intervention qui est assez intéressante. Juste pour dire que pour les sages, on proposé des contributions de part et d'autre, contributions donc des acteurs de l'insurrection, mais contributions également des acteurs de la modification de l'article 37 et du projet de l'institution du Sénat. Donc, c'est de deux côtés qu'ils l'ont fait. C'est une position des sages qui voudrait que tout le monde ait tort pour qu'on puisse avoir raison d'avancer. Donc, ce n'est pas l'impunité qui demande, et ce n'est pas encore moins focalisé uniquement sur les insurrections. Je voulais dire à M. Touré que je suis très très heureux de ne pas avoir la même opinion que lui. D'abord, sur le plan même de l'éducation, les jugements de valeur qui portent sur les charges, moi, mon éducation ne me permet pas de le faire. Et donc, sur ce point, je suis déjà heureux que nous ne soyons pas sur la même base éducationnelle. Ensuite, comme il dit, son point de vue, les points de vue sont divers. Et dans ce pays, il faut que certains comprennent que la terreur est finie. Personne ne peut empêcher, moi, par exemple, de donner mon point de vue. Terrorisme intellectuel. C'est fini, ça ne marche pas. Et j'ai toujours dit depuis 2014 à ceux qui ont été cherchés de pouvoir, si vous attendez que ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait, qu'ils viennent à la contrition, parce que brutalement la morale leur est venue, vous trompez énormément. Et je pèse mes mots. Et je dis, si on veut aller à la paix, c'est ensemble qu'on y va. Merci. Parce que le même sang qui a permis à ceux qui ont fait le 2014 coule dans le même sang de ceux qui ont été victimes en 2014. Merci Lengani, c'est avec ces mots qu'on va terminer cette émission. Je vous remercie tous d'être passés. Lengani Isaka, donc journaliste, directeur de publication de l'Opinion, qui paraît en ligne. Merci Lengani d'être passé. Évariste Faustin Concebo, chroniqueur média, président du cercle d'éveil, association de défense des droits de l'homme et premier porte-parole du FORAC, Forum alternatif des citoyens. Et puis juste à côté, Vokuma Joachim, journaliste, directeur de publication de Kassoto.net. Et enfin, dernier invité, Inoussa Ouedraogo, journaliste, directeur de publication de Bendre, hebdomadaire d'investigation. Merci aussi d'être passé. On a vu le site désormais. On peut cliquer www.bendre.bf. Merci Inoussa pour cette innovation technologique qui permet donc à tout le monde de pouvoir, en dehors du Burkina bien sûr, de pouvoir suivre Bendre. Et puis merci à vous qui nous avez suivis. Merci pour votre confiance. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, voilà, si Dieu le veut.